prendre ici et peut-être pour décrire pratiquement les composants qui vont définir ce que l'on peut appeler une chaîne de mesure. Donc, on a quelque part au départ un capteur. Donc, le capteur, on l'a vu, il va délivrer un signal au fil du temps. Alors, le capteur, quelque part, ce signal, donc on a ici la vibration, on a ici un premier signal brut, j'aurais dû l'appeler, j'ai appelé V comme vibration, donc je vais appeler ici le signal V. Donc on a ici la vibration qui sort directement du capteur. On a vu qu'il y avait généralement un intérêt ou une nécessité d'avoir un filtre, donc qui va généralement, qu'on peut représenter, je vais faire ici un petit dessin au-dessus, en fonction de la fréquence. Donc le rôle du filtre, c'est de retenir strictement, en fonction donc de ce qu'on appelle peut-être le gain du filtre. Donc c'est d'avoir évidemment une linéarité et d'avoir une fréquence minimale et une fréquence maximale. Et quand le signal brut est passé au travers du filtre, on a donc ainsi un signal filtré. Donc on va retrouver ici l'image du signal filtré. Hein, je le note ici VF. Et quand on l'a, ben on va peut-être voir moins de composantes. Hein. Parfois, on a la capacité de visualiser sur un oscilloscope le signal brut et puis on regarde ce qui est après le filtre. Ben, quand on voit ce qui sort du fil, ben on a moins de signal, on a des réductions d'amplitude, puisqu'on ne voit plus ces composantes, taux de fréquence notamment. Alors ensuite, ben, on va avoir un outil qui est donc cette transformée de Fourier que je vais noter FFT, parce que c'est comme ça qu'on la désigne. On l'appelle FFT parce que c'est Fast Fourier Transform. Donc la transformée de Fourier rapide. Alors, j'ai peut-être donné un commentaire sur le côté rapide de la transformation. Alors, la transformée de Fourier rapide, c'est un algorithme. Donc, c'est purement numérique. Hein, puisque quelque part ici, il y a peut-être une étape à faire. Je parle de numérisation. Donc, je vais avoir ici une numérisation. Donc, j'aurais dû mettre ici une conversion analogique digitale. Donc, on a le signal filtré. Et puis ici, on a maintenant ici une partie numérique. On a des fichiers avec des nombres sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc, il y a cette conversion analogique digitale qui est assez importante. Est-ce qu'on a abordé avec vous dans certains cours les limitations d'une conversion analogique digitale en termes de bits, en termes de niveau? Je ne sais pas. Je pense pas, non. Non? Donc, en fait, ce que je fais, je vais vous donner ici les principes. Donc, l'idée, c'est que le signal analogique, c'est donc un signal que l'on voit comme étant continu. Hein. La vibration, elle est constante en fonction du temps. Donc, je vais la représenter ici sommairement. Maintenant, je veux ici, je vais mettre en bleu quelque chose de digital.
Et la grande différence, c'est que l'on va travailler dans un espace discrétisé. On ne va plus être dans un espace continu, mais dans un espace discret. Parce que quelque part, on va enregistrer une valeur de ce signal à intervalles réguliers. On va procéder à ce qu'on appelle un échantillonnage du signal. En anglais, c'est ce qu'on appelle sampling. Et donc, on va définir ce qu'on appelle une fréquence d'échantillonnage. Donc, par exemple, si j'ai une fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz, ça veut dire que je vais imposer un delta t. Le delta t, c'est quelque part l'intervalle de temps qui va séparer deux prises de valeurs instantanées, deux valeurs discrètes de mon signal. Et ces valeurs sont donc séparées delta t. Donc on va avoir en fin de compte n grand N valeurs temporelles. On est toujours ici dans le domaine temporel. Séparées de delta t, qui est donc l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. En anglais, on voit souvent noter fs pour sampling. En français, on peut noter f indice échantillonnage. Donc, on a toujours un intervalle de temps qui est l'inverse d'une fréquence d'échantillonnage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le rôle de ce qu'on appelle la carte d'acquisition du signal. Donc, on a une carte d'acquisition qui va réaliser cette conversion analogique numérique. Et quelque part, la qualité d'une carte d'acquisition, mais comme on est aussi dans un espace discret, hein, vous savez qu'en informatique, on a des bits pour signifier le nombre de niveaux, et si on a n bits, le nombre de bits, si on a n bits, si j'ai une carte à 16 bits ou à 18 bits, ben je vais avoir davantage de niveaux pour discrétiser le signal, ici par niveau. Donc la précision, quelque part, que l'on peut espérer après ce processus d'échantillonnage, d'acquisition numérique, mais on va aussi avoir des niveaux qui vont être discrétisés par nature. On a une sorte de résolution qui est fixée par la qualité de la carte d'échantillonnage. Bon, à l'heure actuelle, avec les progrès de l'électronique, on est avec des échantillonnages à 16, 24, 32 bits parfois. Donc avec 16 bits, on a généralement plus vraiment de problème de précision. D'anciennes cartes d'acquisition hein, que moi j'ai connues, hein, j'ai connu le XXe siècle, on était avec des cartes à 8 bits, et là parfois les problèmes de précision étaient un peu plus sensible. Donc maintenant, 16 bits, c'est devenu la norme. Et bon, c'est la qualité d'un signal audio sur CD, hein, donc c'est quand même bon. On fait même maintenant des enregistrements audio à 24 bits. Bon, il faut une bonne oreille pour entendre la différence. Donc, il faut comprendre qu'il y a une étape qui est effectivement la conversion d'un signal analogique en signal digital, et l'intérêt évidemment d'avoir ces valeurs digitalisées, c'est que l'on a un fichier avec des valeurs. Et donc j'ai n valeurs temporelles séparées de delta t. Ces valeurs, je vais les appeler V indice R, et j'en aurai n. Hein, j'ai n valeurs discrètes de la vibration, R allant de 1 à n, sur l'enregistrement que j'aurai effectué, et chacune de ces valeurs VR
est séparée de la suivante d'un intervalle temporel delta t qui est 1 sur la fréquence d'échantillonnage. Alors, on a mis au point cette transformée de Fourier discrète, donc FFT, pour convertir ces données discrétisées du signal de vibration, pour les convertir dans le domaine. Donc ici, on avait le domaine temporel. La transformée de Fourier va nous permettre de représenter les phénomènes dans le domaine fréquentiel. Donc, je vais peut-être le mettre ici en rouge, dans le domaine fréquentiel. Et je vais retrouver, toujours dans un espace qui est discret, je vais retrouver certaines valeurs caractéristiques d'amplitude. Ce sont ici les valeurs VK. La transformée de Fourier va me donner un ensemble d'amplitudes avec donc des valeurs qui vont avoir des valeurs différentes selon la fréquence que j'utilise. Et donc ça, c'est l'intérêt de cette analyse fréquentielle, c'est de pouvoir faire ressortir, par exemple, un pic à une fréquence particulière qui est significatif d'un phénomène qui se produit à cette fréquence-là. Alors ici, les bâtonnets, les valeurs, elles sont aussi séparées, non plus évidemment d'un delta t, mais d'un delta f. Alors il faut retenir que la résolution, ce qu'on appelle la résolution fréquentielle, cette résolution fréquentielle, elle vaut 1 sur n delta t, c'est-à-dire 1 sur la période de la mesure. Donc si j'ai ici, je reviens sur le graphique de tout à l'heure, si j'ai n bâtonnets temporels séparés de delta t, donc si j'arrête ici, et si j'ai un temps de mesure qui va de là à là, j'aurai enregistré n valeurs sur cette période de mesure 1 sur t mesures. Donc j'ai n valeurs espacées, donc n fois delta t, c'est le temps de mesure. Et ce temps de mesure global, donc si j'ai enregistré la vibration pendant, mettons, 5 secondes, ça veut dire que je vais pouvoir, avec la transformée de Fourier rapide, avoir une résolution fréquentielle de 1/5 de Hertz, puisque je travaille en fréquence et je travaille en Hertz, bien entendu. Donc si le temps de mesure est égal à 5 secondes, j'aurai un delta F de 0,2 Hz. Ce qui me permettra de distinguer un phénomène à 10 Hz d'un phénomène à 10,2 Hz, 10,4 Hz, etc. Donc si je veux aller très loin dans la résolution fréquentielle, on voit que je dois adopter des temps de mesure relativement longs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. La résolution fréquentielle est liée au temps de mesure que l'on peut y consacrer. Et quelque chose de particulier, c'est que l'on a n demi-valeurs dans le domaine fréquentiel n. En réalité, il y a une autre information que va donner l'algorithme de Fourier, c'est en fait la phase de chaque composante. Et on a, mais ça, on ne s'en soucie pas à ce stade-ci, on a également en fait des phases angulaires que l'on peut représenter en fonction de la fréquence, ou de manière plus générale, quand on a n valeurs réelles dans le signal temporel, la transformée de Fourier va fournir n demi-valeurs complexes des coefficients VK qui peuvent être représentés comme des nombres complexes
Bon, je ne vais pas vous refaire une théorie complète de l'analyse vibratoire, mais si vous utilisez MATLAB, hein, vous parliez de labo MATLAB, avec MATLAB, vous pouvez réaliser cette transformée de Fourier de manière assez simple. MATLAB va vous sortir, si vous entrez dans la fonction n valeurs temporelles, n demi-nombres complexes. Si vous en prenez l'amplitude de ces nombres complexes, c'est l'amplitude VK que j'ai représentée ici, et vous pouvez calculer l'argument du nombre complexe pour avoir une image de la phase. Et donc, pas de panique, au départ, j'ai une information de n valeurs, après la transformée de Fourier, j'ai n demi valeur réelle du nombre complexe, n demi valeur imaginaire du nombre complexe, j'ai toujours n nombres au final. Hein, ce qui veut dire que je vais aussi pouvoir, si j'ai toute l'information, phase et amplitude, refaire une transformée de Fourier inverse pour retrouver les valeurs temporelles si j'ai les valeurs ici d'amplitude. On comprend que sur le terrain, quand on fait de l'analyse vibratoire, sur des roulements, sur des machines, c'est surtout l'information amplitude ici qui a son sens. Alors on peut s'intéresser à la phase dans d'autres types de problèmes, mais ça n'est pas l'objet d'en discuter aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la transformée de Fourier va donner un spectre entre 0 et une fréquence maximale, hein, puisqu'on va s'arrêter, on a un nombre limité de valeurs n demi. Donc la fréquence maximale que je vais avoir, si j'ai n demi, c'est n demi fois delta f, la résolution fréquentielle que j'ai. On peut reprendre un petit exemple ici en marge. On va prendre un exemple. Supposons que je mesure une vibration sur, allez, prenons 0,1 seconde, ça c'est le temps de mesure, et que je prends n valeurs, donc j'aurai un fichier de 1000 valeurs sur 1/10 de seconde. Ça veut dire que le delta t que j'ai, c'est le temps de mesure divisé par le nombre de valeurs, je vais avoir 10-4 secondes. J'ai 1000 valeurs sur 1/10 de seconde, mes valeurs que j'appelle ici XR, échantillonnées, j'en ai n, et elles sont séparées de 10-4 secondes. Qu'est-ce que je peux espérer comme un spectre fréquentiel quand je vais faire la transformée de Fourier? La chose la plus facile à calculer, c'est la résolution fréquentielle, qui est l'inverse de la période de mesure. Donc si je mesure mon phénomène sur 1/10 de seconde, on voit que la résolution fréquentielle, elle est de 10 Hz. Donc ça, c'est pas fameux. Si je veux distinguer un problème qui se produit à 25 Hz d'un problème qui serait à 30 Hz, on va voir que c'est pas possible, parce que je vais avoir des phénomènes à 0, 10, 20, 30 Hz. 10 Hz de résolution fréquentielle, ça n'est vraiment pas fameux. Jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller en fréquence? On retient que j'ai n demi-valeurs, donc n demi fois delta f, ça va me faire 500 fois 10 Hz, ça va me faire un spectre donc de 500 fois 10. Je vais avoir 5000 Hz comme fréquence maximale. Donc je vais avoir 500 valeurs d'un coefficient de Fourier en amplitude, et chacune de ces valeurs est séparée de 10 Hz. Donc on voit comment on peut gérer les conditions de captation du signal. Si on veut une bonne résolution fréquentielle, il faut quand même mesurer les signaux pendant des temps relativement longs. Il faut dépasser la seconde dans le temps de mesure si on veut une résolution fréquentielle qui dépasse le Hertz, ou qui est inférieur au Hertz plus exactement. Donc ça, ce sont des relations à retenir. Donc, grand N, valeur temporelle séparée de delta t,
on va obtenir n demi-valeurs séparées de delta f, et delta f, c'est l'inverse du temps de mesure. Donc ça, il faut vous familiariser avec ces grandeurs-là pour que vous puissiez définir, si je veux un spectre fréquentiel entre 0 et 5000 Hz avec une résolution de 10 Hz, ben, je dois nécessairement organiser ma mesure pour avoir un enregistrement de 1000 valeurs sur une période d'un dixième de seconde. Hein. Il faut pouvoir utiliser ces relations simples pour savoir comment on relève le signal. Et donc ici, on obtient, je vais l'ajouter ici, le spectre fréquentiel. Donc, je parlais ici de grandeur V. On va ici avoir donc les amplitudes dans le domaine fréquentiel et il y en aura n demi. Alors, on appelle cette transformée de Fourier rapide parce que le temps de calcul de cet algorithme, bon, avec la rapidité des ordinateurs, ça va très vite, mais bon, en pratique, on peut avoir des milliers de valeurs à traiter. Donc l'algorithme de Fourier rapide, il est appelé rapide parce que le temps de calcul qu'il met est inférieur au temps de mesure proprement dit. Alors comme le temps de calcul est inférieur au temps sur lequel on considère la mesure, on va pouvoir faire, je dirais, de l'analyse dite en temps réel, puisque le temps de calcul n'excède pas le temps de mesure. Si l'algorithme numérique prenait 1 heure pour obtenir les coefficients de Fourier, on aurait beaucoup de mal à suivre le phénomène en continu, puisque si j'ai un intervalle, mettons, de 5 secondes et qu'il me faut 1 heure pour avoir le résultat, ben, il est clair que je ne pourrai pas suivre la cadence que m'impose le signal. Donc c'est pour ça qu'on parle d'analyseur en temps réel. On trouve sur le marché des oscilloscopes dans lesquels on a programmé ces algorithmes de transformée rapide. Dans ces oscilloscopes, il y a bien sûr les cartes d'acquisition de signal, et dans ces oscilloscopes, il y a les filtres pour traiter le signal. Donc, dans une station de mesure complète contemporaine, les appareils de mesure pour l'analyse vibratoire, ils contiennent tout cet ensemble de composants. Filtrer le signal analogiquement, la conversion numérique et la transformée de Fourier. Et puis, quand on est utilisateur, il suffit d'appuyer sur une touche pour voir le spectre de Fourier apparaître directement à l'écran et on peut voir son évolution au fil du temps. En pratique, les choses sont encore un peu plus compliquées puisque l'on va généralement, ça c'est si j'ai un échantillon temporel, j'ai un jeu de coefficients de Fourier, sur des phénomènes stationnaires, on va généralement effectuer des moyennes sur des échantillons temporels, puisqu'on a un peu de variabilité dans les processus. Donc, si j'effectue, ici, je reprends l'exemple que j'ai mis en vert, j'ai effectué des mesures en 1/10 de seconde, j'ai un spectre de Fourier, admettons qu'il me satisfait, j'ai peut-être intérêt à prendre un deuxième, un troisième, un quatrième échantillon pour avoir une sorte de spectre de Fourier moyen, bien stabilisé, et qui me permet de bien capter le phénomène. Quand on fera des mesures de vibration, il y a toujours un peu de bruit sur la mesure, donc en effectuant des moyennes, on peut réduire quelque part l'influence des bruits. Il suffit que la machine d'à côté, si on la met en route, on va avoir un choc qui dépend de la machine d'à côté. Donc on préfère généralement effectuer des moyennes sur des échantillons temporels pour avoir une meilleure qualité de mesure et voir aussi si cette moyenne reste bien stable dans le temps, auquel cas on n'aurait pas un phénomène stationnaire et alors on entre dans des techniques de traitement de signal plus compliquées si on a des phénomènes où les vitesses sont variables dans le temps, il faut alors des méthodes adaptées. Donc ça, c'est le principe et je vous demande de retenir ces relations de base entre résolution fréquentielle, temps de mesure, le fait que si on a n valeurs dans le domaine temporel, on aura n demi-amplitude dans le domaine fréquentiel.
et de bien garder en tête que ce traitement de signal n'est pas trivial. Il y a un filtre analogique à mettre sur le signal, on en a suffisamment discuté. Il y a cette conversion du signal analogique en numérique, et puis il y a la transformée de Fourier. Et donc les bons équipements contiennent tout cela. C'est pour ça que bon, leur prix, on parle quand même de quelques milliers d'euros au minimum pour avoir un traitement de signal de qualité, parce que bon, les filtres, ça a un coût, c'est du matériel quand même assez spécialisé. Donc voilà pour ceci, je vais maintenant pouvoir reprendre le cours du PowerPoint. Donc il faut que je bascule d'écran. Voilà, et je reviens au PowerPoint qui est où? Où est-il, mon PowerPoint? Ici, probablement. Essayer de repartager la bonne fenêtre. Celle-ci. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le bon. Donc, on voit comment obtenir finalement... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, là j'ai un problème moi de contrôle. Le PowerPoint qui a disparu. Oui, je ne l'ai plus, donc je vais devoir le relancer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Ok, on va y revenir. Voilà. Donc vous retrouvez ici le PowerPoint et quelque part, on est capable d'avoir en fonction de la fréquence différents niveaux qui sont ici représentés en bleu. Et ça représente finalement des niveaux pour des fréquences caractéristiques. Et si on veut faire de la détection de défauts, ben on peut mettre un gabarit. Hein, donc c'est la ligne rouge qui est là. Si on la dépasse, c'est qu'il y a un problème. Il faut générer une alarme. Alors bon, ça c'est l'analyse en tiers d'octave. Ça je vais passer, je vais vous en dispenser. Hein, donc on a plutôt ce qui est représenté ici, donc une échelle linéaire en fréquence, puisque la transformée de Fourier fournit quelque part une résolution fréquentielle qui reste constante. Hein, donc c'est ce que l'on voit ici. Et donc l'interprétation des fréquences émergentes, c'est de pouvoir interpréter un phénomène. Tiens, on voit qu'il y a un pic ici, il y a un pic là. À quoi est-ce que c'est dû? C'est ce type de questions qu'il faut maintenant pouvoir aborder. Et donc, quand on va voir un pic émergent, c'est la réponse du système. Soit il y a une force excitatrice qui est apparue, on a un nouvel effort, un balourd par exemple, qui naît, ou alors il y a un comportement du système, il y a une fissuration qui va par exemple réduire la raideur, et on va voir une modification de la réponse vibratoire. Alors si on a un balourd, donc un balourd, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce que... Oui, ça j'ai peut-être le cas de la fissuration. Je vais revenir un peu en arrière. Quand j'ai un balourd, qu'est-ce qui se passe? Mais un balourd, c'est un centre de gravité qui n'est plus situé sur l'axe de rotation du système. Et donc si j'ai une masse qui est excentrée par rapport
à l'axe de rotation du système, je vais voir une force centrifuge qui va apparaître et dont l'expression, c'est la valeur de la masse M qui est située ici à une distance R du centre de rotation, et ce sera R oméga carré. Oméga, c'est 2π fois la fréquence, comme on a eu l'occasion de le voir. Donc j'ai un effort qui va tourner avec l'arbre de la machine et qui va exciter effectivement la machine dynamiquement, puisqu'on a un effort tournant. Et puisque la machine tourne ici à une certaine vitesse, que l'on peut noter oméga en radians par seconde, ainsi j'ai une vitesse qui est exprimée en tours par minute. Pour obtenir la vitesse oméga, je dois diviser n par 60 pour obtenir le nombre de tours par seconde, et je vais multiplier par 2π radians pour obtenir quelque part la pulsation. Je fais 2π chaque seconde, et donc je retrouve ici la signification de la pulsation oméga. Donc, pour vous dire comment on passe d'une vitesse en tours par minute à cette pulsation qui vaut toujours donc 2π fois la fréquence, ça c'est bien sûr à retenir également. Si j'ai un balourd pour une machine qui tourne à n avec un taux de pulsation oméga ou avec une fréquence f, je vais retrouver une force excitatrice dont la composante est la fréquence de rotation f que j'ai ici. Donc si j'ai un balourd, une machine dans laquelle il apparaît un déséquilibre de masse, je dois retrouver une composante liée à sa vitesse de rotation. C'est assez classique d'ailleurs de retrouver une composante à la vitesse de rotation de la machine. Donc si j'ai un moteur qui tourne à 1500 tours minute, ça veut dire une fréquence de 25 Hz, je m'attends à trouver une composante harmonique importante à 25 Hz. Si j'ai un arbre qui se fissure, cette fois-ci, je vais avoir une rigidité de l'arbre qui va être différente dans certains plans. On peut montrer qu'on va voir apparaître des composantes à la fréquence de rotation de l'arbre et à 2 fois la fréquence de rotation de l'arbre. Donc si j'ai une fissuration d'un arbre de moteur électrique à 1500 tours minute, je vais retrouver des composantes à 25 et à 50 Hz par ailleurs. Si maintenant j'ai un roulement, donc on a ici la représentation d'un roulement. Donc dans un roulement, en général, si j'ai un arbre de machine ici à l'intérieur, je vais avoir la vitesse d'entraînement de l'arbre qui va imposer la vitesse de rotation de la bague intérieure. La bague extérieure qui est reliée au bâti de la machine aurait une fréquence de rotation nulle. Donc dans un cas concret, on a la fréquence Fi qui est la fréquence de rotation de la machine ou de l'arbre de la machine, et on va avoir la fréquence Fe qui vaut 0 puisque la bague extérieure, elle est dans un bâti fixe qui ne tourne pas, donc on a une fréquence nulle. Ce qui va se passer, c'est que donc le train de billes, on va avoir Z billes dans le roulement. Les billes vont être entraînées puisqu'elles roulent sans glisser entre la bague intérieure et la bague extérieure. Elles ont un mouvement de rotation propre également. Et si j'ai un défaut qui apparaît sur une des bagues, je vais avoir une fréquence de sollicitation du défaut. Chaque fois qu'une bille va passer sur ce défaut, je vais voir apparaître un choc. Donc ça va dépendre également du nombre de billes. Alors, on peut établir à partir de calculs cinématiques, quand j'ai un défaut sur un élément d'un roulement, à quelle fréquence ce défaut va-t-il être sollicité? Donc ça va dépendre typiquement des caractéristiques géométriques du roulement, donc le rayon de la bague intérieure RI, le rayon de la bague extérieure RE, et des fréquences évidemment de rotation de la bague intérieure FI et de la bague extérieure FE. Si j'ai un défaut sur la cage, donc la cage, qu'est-ce que c'est? La cage, donc ce n'est pas représenté ici, c'est un élément qui
conserve l'écartement constant entre les éléments roulants. Si j'ai un défaut qui se produit ici sur l'élément de la cage, voilà, c'est pas facile. Chaque fois que je vais arriver ici sur un défaut de cage, je vais avoir un choc. Donc, je peux m'intéresser aux fréquences d'apparition de défauts sur la cage, sur l'élément roulant lui-même ou sur la bague intérieure ou la bague extérieure. Donc, je vais retrouver dans des catalogues de roulement les fréquences caractéristiques FI et FE d'apparition de ces défauts. Donc, on a évidemment tous ces développements pour n'importe quel type de roulement. Donc, les roulements à rouleau coniques, ils ont une géométrie particulière. On trouve des formules adaptées. Donc, ce qui est important, c'est que on va avoir pour un roulement, typiquement, 4 fréquences caractéristiques, puisqu'on peut avoir des défauts sur la bague intérieure, sur la bague extérieure, sur les éléments roulants eux-mêmes. Donc, si on a des roulements à rouleau cylindrique, ces rouleaux cylindriques aussi se dégrader, et sur la cage, qui est donc l'élément qui sépare les billes ou les rouleaux d'un roulement. Et donc, on va avoir 4 fréquences caractéristiques, la fréquence FC pour la cage, la fréquence FB, on en a vu des expressions pour les éléments roulants, et on peut calculer les fréquences de bagues intérieures et extérieures. Z, c'est le nombre de billes ou c'est le nombre d'éléments roulants que l'on a dans le roulement. Donc, quand on a un intérêt pour l'analyse vibratoire, il faut se procurer un catalogue de roulements qui vous permettent de connaître le nombre de billes, les caractéristiques dimensionnelles. Généralement, maintenant, les roulements étant très standardisés, il suffit de donner le type du roulement. J'ai un roulement 60-20 et le système d'analyse va rechercher les fréquences caractéristiques pour ce roulement-là. Si bien quand on a un roulement et qu'on connaît les vitesses de rotation de la machine, on peut prédire quelles sont les fréquences auxquelles il faut être attentif pour détecter le défaut. Donc ça, c'est quelque chose d'utile. On sait prédire les fréquences d'intérêt. Si je m'intéresse à la maintenance des roulements, chaque roulement a 4 fréquences caractéristiques que je peux prédéterminer. Et quand je mène mon analyse vibratoire, je peux être attentif effectivement à ces fréquences-là. Donc je prends ici l'exemple d'un roulement à bille à gorge profonde 63-26 avec un diamètre de bague intérieure de 130 mm, un diamètre extérieur de 280 mm. Il y a 8 billes dans ce roulement, la bague extérieure est à l'arrêt. Je vais pouvoir exprimer que la fréquence de cage, la fréquence d'apparition de défauts sur la bille, la fréquence de bague intérieure-extérieure, je les exprime. Et ça, c'est quelque part la base de données des roulements qui me donne ces renseignements. Je les exprime en fonction de FI, qui est la fréquence de la bague intérieure, donc la fréquence de rotation du moteur, ou FROT, comme je l'ai noté ici. Donc on voit notamment, si je reprends ici une fréquence de rotation qui est à 25 Hz, correspondant à 1500 tours par minute, je vois, si j'ai un défaut qui apparaît sur la bague intérieure, je vais avoir un défaut à 4,86 fois 25. Donc je vais avoir quelque chose de l'ordre de, mettons, 120 Hz à regarder dans mon spectre. Et donc, si je m'intéresse au suivi de ces roulements, je dois au moins pouvoir effectuer ces mesures jusqu'à 120 Hz, cela va sans dire. Donc, on voit que généralement, dans les gammes techniques de fréquences, on effectue généralement des mesures jusqu'à 5000 Hz, 10 000 Hz, pour dire de couvrir toutes les fréquences d'intérêt. Maintenant, si on s'intéresse exclusivement à ce roulement, on peut faire une analyse fine, détaillée, de 0 à 200 Hz, puisqu'on va couvrir l'ensemble des fréquences d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose
que l'on va retrouver, et il y a des catalogues qui vous informent quand on a un type d'élément, si je m'intéresse aux engrenages, hein, et si j'ai un entraînement avec une roue à 16 dents, une autre à 28, ben, je vais pouvoir, pour un engrenage, déterminer les fréquences d'apparition de défauts que je vais pouvoir retrouver dans le réducteur à engrenage. Je vais retrouver dans la littérature toute une série de formules me permettant de prédéterminer les fréquences d'apparition de défauts. C'est ce qui est documenté ici. Si j'ai l'arbre du pignon qui tourne à la fréquence de F1, mettons 25 Hz, si j'ai 16 dents sur le pignon, ben j'aurai des fréquences qui seront de l'ordre, donc ici, de 16 fois 25, ce qui va faire 400 Hz. Donc 400 Hz, on voit qu'ici on a une fréquence qui est nettement supérieure à la fréquence de rotation de l'arbre. Donc les fréquences de défaut d'engrenage, on va les retrouver au-dessus des fréquences de roulement. Donc ça va permettre de faire la part des choses entre ce qui vient évidemment d'un défaut d'engrainement et un défaut de roulement. Pour le roulement, hein, on peut revenir en arrière. Le roulement, si j'ai un défaut sur la bague intérieure, j'aurai ici quelque chose aux alentours de 120 Hz et 400 Hz ici pour l'engrenage. Quand je ferai l'analyse de Fourier, je pourrai ainsi distinguer ce qui est lié au roulement et ce qui est lié au réducteur à engrenage. Donc voilà comment ça fonctionne, sur quel principe l'analyse de Fourier est ainsi basée. Donc voilà, pour un autre exemple, des grandeurs caractéristiques. Donc c'est assez intéressant de pouvoir, et pour chaque type de machine, si je m'intéresse au moteur électrique, ben, je vais retrouver aussi en fonction du nombre de pôles, des fréquences d'alimentation, du glissement, je vais retrouver toute une série de fréquences caractéristiques qui vont me permettre de prédéterminer les différents défauts. Donc, un exemple, le but n'est pas de retenir toutes ces formules par cœur, tout ça est documenté, il faut se référer à la documentation technique principale. Si j'ai une fréquence d'alimentation de moteur de 50 Hz 2 pôles, si j'ai un nombre d'encoches donné, ben, je m'attends à trouver des problèmes à 24 875 Hz, 49 750, ainsi de suite. On voit qu'on peut avoir besoin, par exemple, d'une résolution fréquentielle ici qui descend au dixième de Hertz. Donc on trouve des catalogues, c'est ce que je suis en train de vous montrer, qui précisent un peu les fréquences en fonction du type de défaut que l'on rencontre. Donc F, c'est la fréquence de rotation de la machine, de l'arbre principal. Si j'ai un balourd, ben, je vais trouver F, la fréquence de rotation, et le balourd a une manifestation radiale. Si j'ai un problème d'arbre qui est fissuré, par exemple, ben, je vais trouver F est 2 fois la fréquence. On parle d'harmonique 2, hein, c'est la fréquence fondamentale. C'est la fréquence liée à la rotation de l'arbre de la machine, hein, donc c'est celle que j'ai appelée F-rot, c'est la fréquence fondamentale. Ici, on va parler d'harmonique 2, puisque c'est 2 fois la fréquence de rotation. C'est une manière de s'exprimer entre une fréquence fondamentale et ses harmoniques qui sont des multiples de la fréquence fondamentale. Ben, pour un arbre fissuré, on voit que je vais avoir un signal radial, mais aussi un signal axial. Donc ici, avoir un accéléromètre qui prend une mesure de vibration dans l'axe de rotation de la machine peut être intéressant. Alors on va retrouver paliers hydrodynamiques, les moteurs électriques. Retenons la vue synthétique qui est ici et qui reprend les défauts principaux, les composants principaux qu'on peut retrouver dans une machine. Donc les problèmes de balourd, les problèmes d'alignement. Hein. On sait qu'au montage, on peut avoir des arbres qui ne sont pas bien alignés. Donc on voit qu'on va avoir des défauts qui se manifestent à l'harmonique 2, à l'harmonique 4.
On peut avoir des paliers lisses lubrifiés, des paliers hydrodynamiques. Là, c'est l'occasion de voir que certains phénomènes vont se produire à basse fréquence, en dessous de la fréquence de rotation de la machine. Pour les engrenages, on a vu qu'on peut monter très haut en fréquence, ça va dépendre du nombre de dents. Donc, si on a un grand nombre de dents sur une des roues, on peut monter très haut dans les fréquences. Pour les courroies, les transmissions par courroie, par contre, on est en dessous de la fréquence de rotation de la machine. Et pour les machines électriques, on a beaucoup d'harmoniques à surveiller également. Donc, si j'ai une machine ici qui tourne à 25 Hz, en fonction des phénomènes que je veux surveiller, je peux adapter quelque part les gammes de fréquences d'analyse que je vais devoir mettre en œuvre dans mon analyse vibratoire. Et il n'est pas rare de procéder à des analyses vibratoires sur le même équipement. Le capteur est monté. Dans un premier temps, on fait une première analyse entre 0 et 200 Hz pour bien cibler les problèmes de déséquilibre et de roulement et de courroie, par exemple. Et puis, on fait une analyse à plus large bande, jusqu'à 5 kHz ou 10 kHz, pour mieux capter les problèmes d'engrenage ou de machine électrique, par exemple. Donc, ça sont des choses que l'on peut trouver de manière assez classique. Je vous montre ici des résultats industriels que j'ai pu collecter il y a déjà de cela un certain temps. Vous remarquez le contexte. On est dans l'industrie pétrochimique et on a un compresseur à entraîner. Ce compresseur doit tourner à grande vitesse, donc ici à 7250 tours par minute, et il contient des roues à aubes. Il y a 2 roues de 16 aubes, de 16 pales dans ce compresseur, et il est entraîné par un moteur de puissance, vous voyez, 3 mégawatts, ça ne rigole pas, à une vitesse de 1496 tours par minute. Donc on a ici une fréquence caractéristique de 24,9 Hz, côté moteur, et côté récepteur, machine entraînée, on est à des fréquences de rotation de l'ordre de 121 Hz. Entre les deux, on a un réducteur à engrenage dont le nombre de dents est de 171 et 35. Si vous faites le rapport de 171 sur 35, vous allez retrouver le facteur de conversion de vitesse, bien entendu. Alors, quand on fait l'analyse vibratoire, on va venir ausculter la machine en venant placer un capteur à cet endroit pour mesurer une vibration radiale. On va placer un capteur ici pour mesurer une vibration axiale. On va surtout ici mesurer les différentes stations. Donc on va instrumenter le moteur électrique dans la direction radiale. On peut prendre des mesures complémentaires, mesurer axialement également. On est sur le réducteur qui a une entrée et une sortie. Donc sur le réducteur même, on peut prendre différentes mesures. Et puis sur le compresseur, on peut effectuer aussi toute une série de mesures. Donc sur une campagne de mesures pour un groupe comme celui-là, vous voyez qu'on a rapidement une dizaine de signaux pour un groupe motocompresseur entraîné. On a classiquement une douzaine de signaux à relever pour un groupe comme celui-là. Alors quand on analyse les spectres de Fourier, on obtient des choses qui sont effectivement pas toujours simples à analyser. Vous voyez ici, on a mis côte à côte 2 spectres fréquentiels, un ici à droite de 0 à 1000 Hz et l'autre ici de 0 à 10 000 Hz. Donc ce que l'on représente ici à droite, c'est quelque part le zoom de la partie qui figure ici sur le spectre général jusqu'à 10 kHz. Alors bon, didactiquement, c'est assez intéressant. Vous voyez que une fois qu'on est à très haute fréquence, il ne se passe quand même pratiquement rien. La majorité des vibrations que l'on mesure ici à la sortie de l'arbre moteur côté moteur électrique, on a l'influence du réducteur à engrenage, où on a ici quand même un maximum de vibrations qui semble être lié à des phénomènes entre 2000 et 6000 Hz. Donc vraiment,
le contenu vibratoire dans cette plage de fréquences entre 2000 et 6000 Hz est relativement élevé. Et donc là, c'est le domaine où précisément les fréquences des engrenages vont se manifester, hein, puisque arbre moteur, on était à peu près 25 Hz de rotation. Ben 25 Hz, le pic à 25 Hz, il est ici. Donc autant dire que la machine était relativement bien équilibrée. On voit que le pic ici à 25 Hz, ça n'est certainement pas le pic le plus significatif. Donc on voit que la fréquence est bien équilibrée. On retrouve ici une raie à 50 Hz. Ça, c'est une fréquence typiquement d'alimentation électrique. Et donc, il y a peut-être des vibrations parasites avec un défaut d'isolation dans le moteur électrique. Et puis, ben, pour ce qui est du roulement, les caractéristiques des raies fréquentielles du roulement, on les retrouve ici. Donc, bien sûr qu'il y a toujours un peu de défaut dans les roulements et on a pu retrouver sans difficulté les fréquences caractéristiques du roulement. Maintenant, il n'y a pas de quoi paniquer, hein, il faut relativiser les phénomènes. Les pics des roulements, on les retrouve ici. On voit que leur amplitude, ben, elle n'est quand même pas significative par rapport aux défauts d'engrainement que l'on peut retrouver. Alors, il y a parfois des phénomènes plus curieux. Ici, on a des fréquences bien isolées, on a ces traits verticaux qui montrent que l'on a des phénomènes à des fréquences bien déterminées. Parfois, on a plutôt une sorte de paquet de raies, là, on a une sorte de bosse qui se manifeste ici et là, et ça, c'est plus le fait de phénomènes comment répartis en fréquences. C'est ce que l'on trouve typiquement dans les machines à fluide, les pompes, les compresseurs, où on a des vibrations qui sont induites par les fluides, les turbulences que l'on retrouve dans le fluide, elles vont générer finalement des vibrations dans des gammes de fréquences relativement étendues. Alors le but, c'est effectivement de comparer ces spectres en différents points, donc sur le réducteur, sur le compresseur, et on peut en tirer à chaque fois des enseignements où on retrouve les caractéristiques des roulements qui ne sont pas tous identiques dans cette machine. Et on peut se convaincre, voilà, la machine reste relativement bien équilibrée, on retrouve les composantes de roulement, et ici il y a quand même une fréquence d'engrainement qui est visible, sans que ce ne soit nécessairement un défaut non plus, hein, puisque quand j'ai des roues dentées, si elles sont neuves, parfaitement rodées et qu'il n'y a pas de défaut, je vais chaque fois retrouver néanmoins la fréquence où les dents entrent en contact les unes avec les autres. Et donc, j'ai ici ce pic à 4 kHz, à 4250 Hz, qui lui est très visible, et ça, je ne sais rien y faire. C'est quelque part la signature de mon réducteur à engrenage. Donc, vous voyez que ces mesures sont extrêmement précieuses. Quand on met aussi une machine en service, si vous avez une machine neuve, vous avez tout intérêt à prendre et à conserver ces analyses vibratoires qui sont faites quand la machine fonctionne bien. Hein, donc, quand vous serez exploitant de matériel dans vos entreprises respectives, quand vous serez employé comme manager de maintenance dans 2 ans, ben vous pensez, si évidemment vous êtes exposé au suivi de votre parc de machines, à demander à votre sous-traitant de vous fournir finalement des vues de référence quand la machine fonctionne bien. Hein, on pense souvent à faire des mesures quand tout va mal. Ça peut être extrêmement intéressant de conserver une image de fonctionnement quand tout va bien, et quand ça va mal, ben vous comparez évidemment par rapport à une situation de référence saine. Hein, donc ça vaut la peine de se préoccuper aussi des bons fonctionnements en maintenance et de conserver trace de ce que l'on peut mesurer quand le système est réputé neuf, il vient d'être entretenu, ça vaut la peine de prendre ces mesures. Donc voilà, ici on retrouve les effets de turbulence, des fréquences d'aube aussi, on a cette raie qui est ici et qui correspond à la fréquence
de passage des aubes dans le corps du compresseur. Donc on retrouve des choses aussi connues en fonction des différentes dispositions. Donc voilà pour cette partie. Je vous propose encore une pause. Je crois que c'est bien de faire des petites pauses de 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions peut-être à ce stade? Pas pour le moment, bien, on va faire une pause de 5 minutes à nouveau. Comme ça, on reprendra à 11h20 pour la dernière heure.